Et salut tout le monde, c'est le Geoffrey. Aujourd'hui je vous retrouve après une longue absence pour une nouvelle vidéo de chimie. Donc on va parler du coup d'orbital moléculaire. Alors je reviendrai sur différentes raisons de cette absence à la toute fin de la vidéo, parce que comme ça, si vous venez pour la chimie, vous l'aurez directement. Il faut savoir que du coup ça c'est donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va construire un diagramme d'orbital moléculaire corrélé, donc avec une interaction en quatre orbitales. Et en gros je vais essayer de vous montrer, de vous démontrer même un peu, de faire comprendre comment est-ce qu'on peut le construire à partir d'un diagramme corrélé, que du coup je vais essayer de vite fait de réexpliquer, mais supposé comme étant relativement acquis. Parce que normalement, du coup, le diagramme corrélé, c'est du cours. Et il faut savoir que le diagramme corrélé, donc, c'est un petit peu le top du top de ce qu'on peut vous demander, je trouve, en termes de diatomique. Donc, ça peut être utile de comprendre bien comment ça marche et de le retenir, même si dans les faits, ça reste un exercice. Donc alors pour reprendre un petit peu le problème de base, donc en fait on va avoir donc deux molécules, deux atomes, donc on va les appeler A et A, et en gros ces deux atomes sont reliés entre eux, donc pour le moment je mets un très simple, mais ça peut être une liaison simple, une liaison double, une liaison triple, que sais-je encore, et donc c'est bel et bien le même atome, et donc on arrive finalement à une molécule diatomique. Nous, notre but, c'est donc que connaissant, diatomique. Notre but, c'est donc que connaissant les orbitales atomiques de A et de A, on puisse en déduire le diagramme d'orbital moléculaire de la molécule A2. Okay. En plus, cette molécule du coup diatomique, elle est ici homonucléaire, pardon. Donc homonucléaire, ça veut simplement dire que, il s'agit du même atome à gauche et à droite, hein, donc c'est une molécule de type A2. Et ensuite, du coup, vient la question de est-ce que le diagramme est corrélé ou pas. Donc ça, on va revenir juste ensuite, juste après dessus. Donc en gros, le truc très classique, c'est quoi en fait, c'est donc de... alors, je sais pas à quel point je vais essayer de repréciser comment est-ce qu'on construit un diagramme d'orbital moléculaire, mais en gros, on va venir placer sur un axe les différentes orbitales de valence, donc orbitales atomiques de valence de la première espèce. Donc c'est bien l'énergie qu'on écrit en général en électronvolts. Alors pourquoi est-ce qu'on considère que les orbitales de valence? Parce qu'on considère qu'il n'y a que elles qui sont impliquées dans la création d'orbitales moléculaires servant à la liaison. En toute rigueur, on pourrait également placer les orbitales de cœur, elles seraient très basses, elles n'interagiraient pas avec les autres, puisque du coup elles ont des énergies qui sont beaucoup plus faibles, elles sont beaucoup plus contractées, et ça, du coup, ça vient en fait, ça vient de toute la théorie des orbitales atomiques. Hein. Et ici, si on considère que A c'est quelque chose qui n'est pas un hydrogène, on va avoir beaucoup de protons dans le noyau, et du coup les électrons de cœur vont très peu voir l'écrantage lié aux autres électrons, et donc ils vont subir une interaction électrostatique extrêmement forte, et donc leurs orbitales vont être extrêmement contractées. Voilà. Et du coup, pourquoi est-ce que les orbitales sont contractées? Parce que du coup, une orbitale, c'est simplement la représentation dans l'espace de la fonction d'onde de l'électron, c'est-à-dire, en gros, ça représente où est-ce que l'électron, ça représente littéralement la probabilité de présence de l'électron en fonction de l'espace. Donc voilà, je sais pas à quel point je dois revenir sur tout ça, mais c'est des trucs qui sont importants de bien saisir, de bien savoir ce que c'est que psi, de bien saisir ce que c'est qu'une orbitale atomique. Si vous avez des questions, évidemment, j'y répondrai en commentaire, ou relisez votre cours, en vrai c'est pas si compliqué. Et ce sera d'autant plus clair quand vous aurez fait de la MKQ en physique. Voilà, tout ça pour dire qu'au final, on a donc les orbitales atomiques. Pour construire des orbitales moléculaires, c'est très simple. On va considérer qu'il y a donc que les orbitales atomiques qui interagissent. Orbitales atomiques de valence. Donc ici, comme on a sur une molécule A, alors je vais prendre une molécule de type N2. Je pourrais prendre d'autres molécules qui sont corrélées. En gros, l'idée c'est que, en fait, on va voir que si j'écris donc ici je vais dire A2 égale N2. Du coup, si jamais j'écris ici les orbitales de valence, du coup, je vais avoir les 2p et les 2s. Donc déjà, N, on sait que ça va être du 1s2, 2s2, et on va avoir du 2p3. Et donc ici, on voit qu'on a les orbitales de valence qui sont donc la 2s et les 2p. Donc alors on sait que les 2p sont plus hautes en énergie que les 2s, donc là on a la 2s c'est un rond, et là on a nos 2p, alors il va y avoir la 2px, la 2py, la 2pz, alors du coup pour ça on est obligé de faire un petit schéma et tout, donc bon, je vais essayer de faire ça rapidement, mais en gros on va considérer que l'axe de liaison CZ c'est complètement indépendant, on pourrait prendre n'importe quoi d'autre, ça marcherait tout aussi bien, et je vais essayer de faire un repère orthonormé pour la suite. Du coup si Z c'est par là, on a x ici, on a y là, ok nickel, et du coup je vais représenter les orbitales à côté pour que ce soit un peu plus lisible, mais si je représente la 2pz ça va être une sorte de haricot comme ça, avec un lobe en face, un lobe en face noire et un lobe en face blanche. Si je représente par exemple la 2px, alors du coup ça va être un peu galère à représenter, mais en gros ça vient vers nous. Avec encore une fois un lobe coloré d'une autre couleur. Et la 2py, ça va être la plus simple, c'est celle qui est là-haut. Ok. Donc tout ça c'est la base, et après du coup qu'est-ce qu'on fait? On va venir considérer donc de l'autre côté les orbitales atomiques de la deuxième espèce. Donc on met toujours l'énergie en électronvolts. Alors comme c'est exactement la même espèce, on retrouve notre 2p, on retrouve notre 2s. Et puis ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on va faire interagir ces orbitales pour construire le diagramme d'orbital moléculaire. Alors c'est bien de partir de la construction du diagramme corrélé pour en déduire le diagramme... non, inverse, c'est bien de partir du diagramme non corrélé pour en déduire le diagramme corrélé. Donc j'essaie de réexpliquer exactement ce que c'est que le non corrélé et comment est-ce que derrière on passe au corrélé.
Donc ici, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la théorie habituelle des orbitales moléculaires, en fait, qui est donc la théorie LCOA, en gros, on considère que les orbitales moléculaires sont des combinaisons linéaires d'orbitales atomiques. Donc c'est littéralement ça, LCOA, c'est Linear Combination Orbital Atomic, c'est en anglais. Donc ici on voit qu'on a en tout, donc ça vient de la méca Q, parce qu'en méca Q en général on bosse sur des matrices et du coup les trucs sont linéaires, parce qu'on fait de l'algèbre linéaire. Bon, tout ça encore une fois c'est limite même du programme de L3, donc c'est pas méga important si c'est pas des trucs que vous utilisez tout de suite très bien, mais c'est bien d'avoir une idée après de ce à quoi ça renvoie. Ici donc on voit qu'on a en tout 4 orbitales atomiques à gauche, 4 orbitales atomiques à droite, on va donc obtenir un total de 8 orbitales moléculaires. Ensuite, la deuxième chose à savoir, donc, c'est de savoir comment est-ce que des orbitales vont pouvoir interagir entre elles. Et pour ça, il y a deux critères qui sont importants à vérifier, que je vais noter. Le premier critère qu'il faut toujours vérifier, c'est le critère énergétique. Alors, le critère énergétique, c'est assez simple. En gros, ça nous dit simplement que si on a deux orbitales qui ont des énergies beaucoup trop différentes, et ben, elles ne vont pas interagir ensemble, ou en fait, elles vont interagir ensemble, mais de manière tellement faible qu'en gros, on peut, dans une première approximation, parce qu'on ne fait pas non plus ça à l'énergie près, enfin, on n'est pas non plus au dixième d'électronvolt près, quoi. Ici, on va donc clairement pouvoir considérer que ces interactions n'existent pas. Si jamais les écarts d'énergie sont donc trop importants. Puisque du coup on sait que deux orbitales typiquement atomiques vont se combiner pour former deux orbitales moléculaires, donc ça c'est LCO qui nous le dit, et on sait que du coup ça va former une orbitale liante qui va avoir une certaine énergie de stabilisation, une orbitale antiliante qui va avoir une certaine énergie de déstabilisation, et on sait que ces énergies sont en gros proportionnelles à l'inverse de l'écart énergétique. Et ensuite, bah, du coup, après, il y a le deuxième critère, donc qui est le critère de recouvrement. Et en gros, bah, ça peut aussi s'appeler critère de symétrie. Alors, moi, je préfère recouvrement, parce que dans les faits, bon, alors c'est des arguments de symétrie, hein, in fine, je suis bien d'accord, mais perso, je fais jamais des tableaux de symétrie parce que je trouve que c'est surtout galère et qu'on s'embrouille plus qu'autre chose, donc j'en fais pas trop. Et en gros, du coup, ce critère de recouvrement, en gros, ça nous dit que des orbitales peuvent réellement se combiner seulement s'il existe en fait des recouvrements non nuls entre les deux. Typiquement, ça va par exemple nous servir à virer des interactions potentielles entre la 2S par exemple et ici la 2PX, parce que simplement on voit qu'en gros tout le recouvrement positif qu'on gagnait entre les deux lobes blancs ici, on va l'avoir de manière négative avec le lobe blanc et le lobe noir. Donc bon évidemment on n'aura pas de recouvrement ici. À partir du moment où on a ces deux règles, alors le critère énergique, d'ailleurs j'ai pas précisé, mais l'écart en général qu'on considère comme étant critique, alors évidemment vous comprenez bien que c'est une approximation, donc pas à partir de 12 il n'y a plus rien du tout, et avant 12 ça interagit, mais en gros on va considérer à peu près 12 électronvolts. Alors on peut aller jusqu'à 15, on peut aller jusqu'à 10, globalement tout ça c'est des réponses qui sont acceptables. Nous on va considérer 12 électronvolts, c'est une bonne approximation et c'est globalement une valeur qui est raisonnable. Ok, alors du coup dans le cas d'une molécule en fait non corrélée, en gros ce qu'on considère c'est qu'on considère que ici l'énergie des 2S est beaucoup trop faible par rapport à l'énergie de 2P pour que le critère énergétique nous soit vérifié. Parce que du coup la 2S on voit qu'elle combine pas avec la 2PX, pas avec la 2PY, mais qu'elle combine avec la 2PZ. En cas elle pourrait combiner avec la 2PZ. Donc, typiquement la 2S ici pourrait combiner avec la 2PZ qui est là. Donc bon, le problème c'est que c'est relou parce que du coup elle va aussi combiner avec la 2S qui est ici, on va avoir des interactions à 3 voire 4 orbitales. C'est chiant, alors c'est ce qu'on va faire plus tard, hein, mais dans une première approximation c'est chiant, et donc on va négliger ce terme-là, et c'est pour ça qu'on aime bien utiliser tracer des diagrammes de molécules atomiques, diatomiques homonucléaires non corrélées, genre le dioxygène ou le difluor, parce que du coup ici on a un écart énergétique qui est trop important entre les 2S et les 2P pour qu'on puisse du coup justement obtenir un diagramme corrélé. Donc plus précisément le diagramme non corrélé est une bonne approximation. Alors ça vient d'où? Du coup ça vient du fait que quand on augmente Z, en tout cas sur une même période, l'énergie des 2S décroît beaucoup plus vite que l'énergie des 2P. Et donc si on est vraiment trop proche de la droite au niveau du tableau périodique, donc typiquement colonne 16, colonne 17, on va pouvoir avoir des diagrammes non corrélés. Donc c'est le cas du dioxygène, c'est le cas du dichlore, c'est le cas du difluor, mais c'est pas le cas du diazote. Et on a des manières très simples de vérifier si c'est corrélé ou pas, on y reviendra plus tard. Enfin on y reviendra quand on aura peut-être des diagrammes. Bon, du coup, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que du coup, dans le corrélé, ici, on considère qu'on a trop d'énergie, donc on écrit ces petits trucs pour dire qu'on a une rupture d'échelle. Donc ça, c'est très en dessous de ça. Et du coup, là, à partir de là, c'est quasiment fini, parce que les orbitales vont interagir 2 à 2. J'ai envie de dire que c'est quasiment évident. Ça va former à chaque fois une liante, une antiliante. Donc là, les deux S vont interagir ensemble pour former deux orbitales. Et c'est là, pardon. Hop. Donc on va avoir une orbitale liante qui va globalement ressembler à ça, une orbitale antiliante qui va globalement ressembler à ça, ok c'est pas très dur. Et là bon pareil pour les 2P, alors on sait que les 2PZ vont former une orbitale liante qui va donc être après cette tête là. Alors, je suis pas un expert en dessin d'orbitale, sans être sur le même plan. On sait ensuite qu'on va avoir du coup les orbitales PX et PY qui vont pareil former deux orbitales liantes, qu'on va justement appeler les orbitales P. Alors bon j'essaie de vous les faire vite fait mais hop. Je sais pas à quel point c'est le dessin le plus clair de ma vie. Et ensuite, à partir de là, du coup, on a les antiliantes de ces orbitales. Alors, on notera ici, donc je vais juste dessiner ces orbitales en opposition de phase.
Alors ce qu'on notera ici, c'est qu'on a le recouvrement sigma qui est plus important que le recouvrement pi, et donc ça explique pourquoi est-ce que, eh bien, on a d'abord ici l'interaction résultante de la 2pz, puisque du coup c'est bel et bien un recouvrement sigma, hein, c'est selon l'axe de liaison. Ensuite on a ici du coup les orbitales pi qui recouvrent moins, donc qui ont une énergie de stabilisation qui est moins grande. Et du coup réciproquement on retrouve derrière les pi étoiles qui ont une énergie de déstabilisation moins grande, puisqu'encore une fois ça recouvre moins. On va commencer à valider. Et donc voilà, enfin on va dessiner ici. Hop, la dernière, qui va donc être la PZ étoile. Et bon voilà, alors là on a tout, donc c'est pas très compliqué. Après il suffit de remplir avec Kaczkowski ou c'est pas le plus dur. Et donc on a notre diagramme d'orbital, ici qui est non corrélé, hein, j'insiste, hein, ici c'est non corrélé. Le problème c'est que voilà, ça marche de manière limitée, parce que sur du dioxygène ça marche bien, sur du diazote ça marche moins bien. Et pourquoi ça marche moins bien? Parce qu'en fait le diagramme simplement va être suffisamment modifié pour que l'ordre des orbitales ne soit plus le même. Et donc ça veut dire qu'on a des probabilités qui vont être différentes. Typiquement, on va pas avoir les mêmes, enfin ça va réagir différemment, quoi. Alors maintenant, comment est-ce qu'on en vient à un diagramme corrélé? On est d'accord que nous, ce qui nous intéresse, et ce qui fait un peu chier dans le diagramme corrélé, c'est qu'on a plus cette structure d'échelle, et donc on va devoir considérer les interactions entre les 2S et les 2P. Alors quel 2P? C'est les 2PZ. Alors je vais refaire un diagramme en devenir ici, pour vous montrer un petit peu. Cette fois-ci, je vais considérer de l'azote, hein. Donc là c'est l'énergie en électronvolts, et puis je vais reconsidérer encore une fois de l'azote de l'autre côté. Encore une fois, avec de l'énergie en électronvolts. Okay. Donc ici, on va toujours retrouver les 3 2P, il n'y a aucun souci. Sauf que celle-ci, on va avoir les 2S qui sont pas très bons. Et du coup, on va avoir des interactions donc, entre les 2S ici, typiquement, et la 2S et la 2P. Et réciproquement pour la 2S, donc quand on obtient 4 orbitales qui vont interagir. Alors pourquoi 4 Merde, désolé, j'ai fait bouger un peu le setup. Hop. Alors pourquoi 4 Et bah parce que on a quand même, malgré tout, la 2px et la 2py qui ne recouvrent pas avec la 2s. Même si jamais on a une 2s de l'azote de droite et pas la 2s de l'azote de gauche, en termes de symétrie ça ne correspond pas. Donc ici, même si l'écart énergétique est désormais OK, il n'y a toujours pas de critères de symétrie, donc on néglige toujours, enfin il n'y a toujours pas d'interaction en fait, entre ces 2px et ces 2py et les 2s. Donc bon bah du coup il y a déjà 4 orbitales qui vont être directement trouvables, hein, donc je vais les dessiner à côté, mais en gros on sait qu'on va avoir a priori, enfin même pas a priori, on sait qu'on va les avoir, ici toujours une px et une pi, donc là c'est la pi y étoile que je suis en train de dessiner, on va avoir la px étoile, et puis on va également avoir donc la pi y tout court, et la px tout court. Ces orbitales là vont pas bouger, elles sont toujours présentes, et donc leur énergie par rapport à là ne bouge pas. Ce qui va être modifié, donc c'est bel et bien ces deux orbitales ici, et ces deux orbitales là. Donc autrement dit, la 2s liante, la 2s non liante, la 2pz liante et la 2pz non liante. Et du coup, alors il y a plusieurs manières d'essayer de démontrer un peu à quoi vont ressembler ces orbitales et quelles vont être leurs énergies. La méthode que je vous propose d'essayer d'établir, c'est premièrement d'essayer de se rendre compte comment chaque orbitale va être modifiée, donc de prendre les 4 premières orbitales, de regarder ce que ça va donner une fois que c'est modifié. Ensuite, on va essayer d'analyser leur énergie, voir si elles sont plutôt plus grandes, plus petites, et in fine, on va obtenir le diagramme, du coup, le diagramme corrélé. Donc ici, la méthode que j'emploie, c'est une méthode dite de déformation. Donc en gros, ça consiste à faire un diagramme moléculaire d'une molécule compliquée à partir... Donc soit, en fait, ok, en gros l'idée c'est que si jamais vous voulez faire un diagramme atomique ou moléculaire d'une molécule qui est compliquée, soit vous l'établissez directement, ce qui du coup va être relou parce que la molécule est compliquée, soit vous partez d'un diagramme beaucoup plus simplifié, qu'ensuite vous modifiez pour arriver au diagramme réel et plus complexe. Et du coup, pour faire ça, bah, vous avez deux choix. Alors c'est des trucs que vous faisiez en fait avec l'ancien programme mais qui du coup a changé l'année dernière, lorsqu'on faisait les orbitales décomplexes, mais du coup on ne le ferait pas normalement, où en gros, en fait vous avez deux manières de procéder. Soit vous commencez par un diagramme très simple, puis ensuite vous remplacez des atomes par les réels atomes, qui vont être du coup un peu plus compliqués que des orbitales en plus, et vous regardez comment le diagramme évolue. Donc, par exemple, vous prenez, je sais pas, vous voulez le diagramme moléculaire de l'éthane, bah, vous prenez le diagramme moléculaire du fragment CH3, d'un atome d'hydrogène, vous combinez les deux, vous obtenez le méthane, et puis ensuite bah, vous changez le fragment hydrogène par un fragment CH3, et vous recombinez pour regarder comment ça évolue. Donc c'est la première méthode, qui est du coup une méthode de substitution. Et la deuxième méthode, c'est une méthode qu'on va appeler déformation, où du coup cette fois-ci, par exemple, on va venir, je sais pas, déformer la taille des liaisons, on va venir, ou typiquement ici, rapprocher les 2S et les 2P en énergie, donc considérer des nouvelles interactions, et du coup regarder petit à petit, pas à pas, comment est-ce que les orbitales évoluent. Donc typiquement la déformation c'est très utile quand vous avez des liaisons qui se compriment ou qui se dilatent, parce que ça va venir créer plus ou moins de recouvrement, ou à l'inverse, ouais, globalement plus ou moins de recouvrement. Ici c'est un peu la même manière, ça va fonctionner en fait de cette manière-là, parce que du coup les TC vont se rapprocher des 2P, donc on va prendre des interactions nouvelles. Voilà, donc du coup c'est cette méthode ici que je propose d'utiliser pour construire ce diagramme. Donc du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va reprendre nos 4 premières orbitales, on va essayer de voir comment est-ce qu'elles évoluent maintenant qu'on a des interactions avec des 2P en plus, on va essayer de regarder leur tête.
Et on va essayer de voir à quel point est-ce qu'on a eu une stabilisation, une déstabilisation, et en déduire du coup leur énergie à la fin. Alors je vous propose tout de suite de partir. Donc on avait 4 orbitales que je vais redessiner, et je vais dessiner leur tête à côté. Donc on avait la 2s, la 2s étoile, on avait la 2p qui était liante, et on avait la 2p qui était liante. Ok, on va commencer par partir avec cette 2s là. En gros, l'idée c'est que, puisqu'ici on est globalement sur une orbitale qui est quand même proche en énergie de l'orbitale 2s, la contribution en fait des 2s vont être plus importante à la fin que la contribution des 2p. Et ça va être vrai pour ces deux orbitales ici. Réciproquement pour ces deux orbitales là, comme elles sont plus proches en énergie initialement des p, bah du coup la contribution ici dans ces orbitales des p va être plus grande que la contribution des s. Alors c'est quoi du coup la grande différence? Bah, c'est que dans un premier cas, imaginons que j'écrive ça, et que ça me donne ça. Bah, c'est qu'ici j'avais ma P qui était plus importante, parce que du coup on voit qu'ici, même si le lobe blanc de la S a participé à sacrifier le lobe noir de la P et à augmenter le lobe blanc de la P, bah, in fine la P était quand même un poids plus important que la S dans cette orbitale, et donc à la fin bah, on se retrouve avec une P déformée, mais c'est une P déformée par une S. Réciproquement, si jamais j'écris l'inverse, donc je suis beaucoup plus proche de la S, bah, du coup la P va participer à déformer la S, mais in fine va se consommer entièrement avant que la S ait complètement disparu. Donc en gros, alors c'est un peu moche, mais j'ai retrouvé une sorte de croissant de lune, un peu comme ça. Alors en vrai je vais retrouver une sorte de cercle, mais ici la petite excavation comme ça en croissant de lune est pas totalement déconnante. Et donc bah, on va partir de là. On va partir de là pour essayer de trouver comment est-ce que les orbitales vont se modifier. Alors l'idée c'est donc que je vais essayer de vous montrer. Alors, en fait on va devoir combiner des P avec des S. Alors bon, on pourrait tâtonner et essayer de trouver des trucs. L'idée c'est que nous on veut quelque chose qui est globalement une symétrie axiale en fonction des liantes non liantes. Donc quand je dis symétrie axiale, c'est symétrie selon ce plan là. On voit que jusqu'à présent entre la liante et la non-liante, on a toujours une symétrie ici qui est axiale. Donc c'est une propriété qu'on va essayer de retrouver. C'est-à-dire on va s'interdire en gros ce genre d'orbital là. Je sais pas si c'est clair. Une orbitale avec gros lobe à gauche, petit lobe au centre pour la truc de gauche, et puis gros lobe au centre et petit lobe à droite pour l'atome de droite. Ça on va s'interdire parce qu'on n'a pas cette symétrie ici. Donc si on obtient une molécule comme ça, ce sera plutôt gros petit, petit gros par exemple. Et donc bah, on va commencer à combiner. Alors bah, pour les premiers, en fait, on peut essayer de raisonner un peu à tâtons, mais en gros on peut se dire que le meilleur moyen d'avoir l'orbitale la plus liante possible, puisque c'est clairement celle-là qui va être la plus basse en énergie, bah, c'est en gros de combiner que les trucs liants. Donc en gros du coup je vous propose de combiner, donc pour la première, de combiner une orbitale S avec une orbitale P qui va venir participer à fait que la liaison soit liante, et puis réciproquement de l'autre côté. Alors notez qu'ici je mets les P plus petits, de manière à faire en sorte qu'en fait au final, in fine on obtienne donc des croissants de lune. Alors voilà, je sais que c'est pas très beau, mais voilà, c'est des croissants de lune en gros. Et bah voilà, on obtient pourquoi ça, parce que du coup la S absorbe en partie la P. Pour la deuxième orbitale, l'idée c'est que en fait on va essayer de changer en gros. Alors ça, d'où est-ce que ça vient? Honnêtement je sais pas trop, c'est une sorte de feeling un peu, j'ai pas forcément de manière de le démontrer comme ça en soi, mais les interactions qu'on va venir considérer, on se doute que puisqu'ici on a considéré des trucs liants, là on va devoir considérer des trucs anti-liants. On sait déjà qu'on va devoir, alors évidemment je prépare espace pour le schéma, on sait qu'on va devoir déjà considérer ces deux-là. Et ensuite, bah, on pourrait se poser la question, est-ce qu'on va considérer les deux mêmes P ici? Non, du coup, on va inverser les deux P. C'est-à-dire que si j'ai inversé une S, bah là, je dois inverser une P également. Donc on se doute que je vais avoir, en gros, ça c'est un brouillon, hein. On se doute qu'en gros, puisque j'ai dû inverser la S à gauche, soit j'inverse la P à gauche également. Donc du coup, je me retrouve avec ceci. Parce que du coup, j'ai inversé la S là et la P là. Soit je me retrouve avec la P de droite qui est inversée. Et donc, je me retrouve avec ça. Hop. Donc avec la P anti-liante. Alors du coup c'est ça qu'on va prendre. Et pourquoi? En vrai je vous avoue que je sais pas trop, mais ça donne le bon résultat. Donc écoutez, au pire c'est un truc que vous retenez. Et puis ça donne les bonnes propriétés. Je pense que c'est peut-être un peu... Enfin honnêtement, je sais pas si à quel point ça se défend plus, mais en vrai je trouve ça plus logique d'inverser un peu à droite et d'inverser un peu à gauche que d'inverser les deux à droite. Mais en soi, j'avoue que ça aurait été l'inverse, je pense que je me serais convaincu que l'inverse était plus logique, donc c'est peut-être juste de l'habitude qui fait qu'avec le temps, j'ai fini par trouver ça plus logique. Bon, en vrai, je sais pas trop, mais dans tous les cas, c'est clairement, du coup, que je dise pas de conneries, le cas où on inverse, donc ici, la boule noire, on va inverser la 2P ici à gauche, donc on va obtenir cette 2P là, et on va obtenir cette 2P ici. Ok, donc du coup, bah ça donne quoi? Bon, bah là, du coup, on voit qu'ici, on va avoir un affaissement ici du croissant de lune au milieu. En fait, déjà, on va avoir un croissant de lune inversé. Et puis, bah, qui du coup est un peu affaissé ici au niveau du milieu. Donc, on va obtenir un truc un peu comme ça. Hop. Et donc voilà, ça c'est nos deux premières orbitales S.
Alors bon, bah du coup, je vous propose de fonctionner exactement de la même manière pour les orbitales suivantes. Alors bon, un autre moyen de faire aussi, c'est du coup de partir de celle-là où tout est liant. Enfin, en fait, je ne savais pas exactement comment passer de celle-là à celle-là. Un autre moyen efficace de faire, c'est de partir de celle-là et d'essayer un peu tous les coups possibles qui respectent ici cette symétrie axiale. Donc typiquement, pas ça. Et vous allez voir qu'on obtient à la fin des trucs qui sont pas mal. Donc bon, bah là du coup je propose d'essayer de prendre un troisième type de combinaison. Donc on va se remettre, donc cette fois-ci on va partir des P, parce que du coup maintenant on a les P qui sont un peu plus importantes. Donc ici on sait qu'on va avoir des P qui vont être liantes, donc je vais colorier ici les lobes extérieurs. Et bah, du coup je vais rajouter des S. Et alors les S que je vais rajouter ici, on voit que si je rajoute des S blancs, en fait je vais retomber sur cette orbitale là. Puisque du coup ici j'ai mes P qui ont noir, blanc, blanc, noir. Noir, blanc, blanc, noir. Donc si je rajoute deux S blancs, bah, je retombe sur cette orbitale là. Du coup bah, je vais ajouter des S noirs. Et ce qui va du coup me faire cette orbitale là en fait, avec beaucoup de lobes ailleurs, hop là. Et si je pars de cette orbitale là, bah du coup il suffit donc comme j'ai dit d'inverser les trucs en diagonale, et donc on va obtenir cette orbitale avec celle-ci, hop. Et du coup puisque j'inverse en diagonale, ici je mets du blanc, ici je mets du noir, et donc j'obtiens un gros lobe blanc et un petit lobe noir, ainsi qu'un gros lobe noir et un petit lobe blanc. Et donc voilà, là globalement j'obtiens la forme du coup de mes 4 nouvelles orbitales. Donc ça c'était mes 4 orbitales initiales, et ça c'est mes 4 orbitales finales. Donc vous voyez que j'ai simplement combiné mes orbitales S et P pour voir la tête que ça me donnait. Alors du coup maintenant ce que je vous propose de faire, c'est d'essayer de voir en termes d'énergie lesquelles vont être stabilisées, lesquelles vont être déstabilisées. Alors bon, pour ça, alors ça aurait été bien que je puisse faire ça en parallèle, mais là j'ai un brouillon au milieu, donc je vais essayer de vous faire un peu à la main les schémas. Donc en gros ici on va considérer qu'on a l'axe énergétique avec les premières orbitales, donc les orbitales initiales. Et là, on a l'axe énergétique avec les orbitales finales, donc celle-ci. Alors, la première orbitale, est-ce qu'elle est plutôt stabilisée ou pas? En fait, on voit qu'on a augmenté, ici, le lobe blanc au centre. Et du coup, puisqu'on se retrouve avec des lobes blancs au centre, ça ne soit pas forcément qu'ils sont plus gros, en fait, on a augmenté le recouvrement, et on a augmenté quel recouvrement? On a augmenté un recouvrement positif. Donc en fait, ici, on a une orbitale qui est stabilisée, puisqu'on a augmenté l'importance d'un recouvrement liant. Ici, on avait un recouvrement qui était anti-liant, et en fait, on voit quoi? On voit qu'on a diminué ce recouvrement, puisque du coup, le truc qui était au centre, qui était initialement blanc, on l'a rendu un peu moins blanc, et le truc de l'autre côté qui était noir, on l'a rendu un peu moins noir. Donc au final, on a une orbitale qui avait un recouvrement anti-liant moins important, et donc en fait, cette deuxième orbitale, elle est également stabilisée. Ensuite, pour la troisième orbitale, on voit qu'initialement on avait un recouvrement blanc-blanc, donc liant, et on voit qu'on a donc affaissé ce recouvrement liant, on l'a diminué, puisque là du coup on l'a rendu plus noir, enfin moins blanc et moins blanc. Donc en fait ce recouvrement, ici on avait avant un recouvrement qui était clairement liant, maintenant il est toujours liant mais moins liant, donc lui on l'a en fait augmenté en énergie. Et enfin le dernier, avant on avait un recouvrement anti-liant, on voit qu'on a augmenté la taille de ce recouvrement anti-liant, donc on a encore une fois augmenté en énergie cette dernière molécule. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y en a deux qui sont stabilisés et deux qui sont déstabilisés. Et en fait, on pourrait même montrer que si on sommait l'énergie ici des 4 à droite, on aurait l'énergie des 4 à gauche. Voilà, je vous le dis, il y a la conservation. Mais du coup, c'est tout ce qui est important, c'est que du coup, les deux orbitales du bas baissent en énergie et les deux orbitales du haut montent en énergie. Maintenant, pourquoi est-ce que c'est encore plus important? Parce que si on reprend, hop, notre diagramme initial, on avait ici nos deux orbitales donc en corrélé, qui est donc les deux orbitales S et S étoile. Après, on avait notre 2PZ, liante, puis nos 2PX, 2PY, liante, puis notre 2px, 2py anti-liante, et puis ici notre 2pz anti-liante. Or, qu'est-ce qu'on voit? On voit que les deux orbitales du bas, elles baissent en énergie. Donc les deux orbitales du bas baissent en énergie, bon, pas de souci, ça baisse en énergie, boum, boum, ça reste en bas. Ok. Ensuite, ce qui est très important, c'est ça, c'est de voir que celle-là monte en énergie. Et pourquoi c'est vraiment important? Parce qu'en fait, elle monte, et elle monte plus haut que l'orbitale dp. Et du coup, ça veut dire que désormais, ici, on voit qu'on a une inversion au niveau de l'ordre des orbitales, parce que du coup, avant, on passe des SS, PZ, PXPY à SS, PXPY, PZ. Alors celle-là, évidemment, on bouge pas. Et puis celle-là continue de monter. Et du coup, ici, qu'on voit, en fait, on voit qu'on a un nouveau diagramme orbitalaire. Parce que du coup, le nouveau diagramme orbitalaire ressemble donc à ça. Donc croissant de lune. Hop. Ici, pardon, croissant de lune dans l'autre sens. Alors, bon, mes croissants de lune sont moches, mais vous avez l'idée. Ici, bon, heureusement, enfin, un truc un peu pratique à faire. On a l'épée qui sont tout à fait classiques. Hop. Là, on va avoir une orbitale qui ressemble à ça. Là, on va avoir de nouveau l'épée qu'on connaît bien. Et enfin, ici, on va avoir donc la grosse orbitale bien moche, pardon, et bien anti-liante comme il faut. Et donc voilà, on retrouve ici du coup maintenant le diagramme moléculaire des orbitales corrélées. Et du coup, pourquoi est-ce que c'est important? C'est vraiment en fait important parce que cette orbitale-là, du coup, change son niveau énergétique relatif aux autres. Et du coup, surtout, ce qui est intéressant, c'est de noter que du coup, cette orbitale est toujours liante. Cette orbitale est toujours anti-liante. Cette orbitale, enfin ces deux orbitales même sont toujours liantes, pardon.
Bon, évidemment, ça c'est toujours anti-liant, de toute façon c'est très haut en énergie, et puis bon, il y a clairement plein d'eau et tout, ça pareil. Et ici, c'est important de remarquer qu'en fait, on aurait envie de dire qu'on a une orbitale liante, parce que ça, c'est quoi? Ça, c'est la densité électronique. Donc, ça veut dire que c'est l'endroit où l'électron a le plus de chances d'être. Et c'est quand même clairement pas concentré au milieu de la liaison ici. C'est clairement concentré à l'extérieur. Ce qui veut dire qu'en fait, on a une orbitale qui est en vrai faiblement liante, parce qu'on a quand même ici un recouvrement positif entre deux lobes, mais un recouvrement qui est minuscule. Donc, en fait, ça veut dire que notre électron a beaucoup plus de chances d'être à l'extérieur de la molécule, donc c'est-à-dire d'un côté du N ou de l'autre côté du N, plutôt qu'au centre des deux N, et donc de participer à une quelconque liaison. Donc, en fait, ici, on a techniquement une faiblement liante, mais on a surtout une orbitale qui est non liante en fait. Et voilà, du coup à partir de là maintenant on peut construire donc l'endiagramme orbitalaire par exemple de N2, je vais juste vérifier que ça marche avec N2. Donc N2 on a combien? On a dit qu'on avait auparavant en termes d'électrons de valence, on a dit qu'on en avait 5. Donc ça va nous faire 10 électrons de valence pour N2. Donc 10 électrons de valence va remplir 5 orbitales, 1, 2, 3, 4, 5. On voit qu'en tout on va faire donc une orbitale liante, 2 orbitales liantes, 3 orbitales liantes mais une anti-liante, ça compense, donc 2 doublés non liants, 3 doublés non liants. Donc pour N2 on a a priori 3 doublés non liants et une doublée liaison. Voilà, si je me suis pas trompé en termes d'électrons de N2. Enfin voilà, en tout cas ce qui est vraiment intéressant du coup c'est quand même de noter ici cette forme de diagramme que du coup je vous invite à retenir et que je vous invite à apprendre. Pas forcément la forme ici des orbitales même si ça peut être utile, mais surtout de retenir le niveau d'énergie et du coup surtout de retenir qu'ici on a ce basculement donc de cette orbitale qui était initialement liante et qui devient en fait faiblement liante, non liante, qui bascule entre les 2P liantes et les 2P anti-liantes. C'est d'autant plus du coup important que vous retrouver les mêmes choses pour les interactions à 3 orbitales, sur lesquelles je reviendrai peut-être en bonus, mais qu'au pire je vous invite à essayer de faire tout seul, et encore une fois si vous avez des questions à me poser en commentaire. Et voilà, on a réussi à se construire un diagramme corrélé, de manière j'espère à peu près compréhensible, et je vous invite vraiment du coup à retenir ça, hein, c'est méga pratique, ça vous permet de comprendre plein de choses. Dans l'exo dont je tire cet énoncé, on avait en fait finalement également un monoxyde d'azote et en gros du coup l'électron célibataire du monoxyde d'azote se retrouvait ici, je sais plus exactement dans quelle orbitale, et on voyait que du coup en fonction de si on retirait ou si on rajoutait un électron, si il se trouvait pardon dans une orbitale qui était ici anti-liante, et du coup ça permettait de voir que quand on le retirait ou qu'on l'ajoutait, on avait ici modification de l'élongation, de la constante de force en fait associée à la liaison NO, et donc in fine du nombre d'ondes en spectroscopie infrarouge. Encore une fois, je vous invite à regarder après tout ça si vous voulez de votre côté, et je vous poserai éventuellement, je vous attends en commentaire si jamais vous avez des questions. Enfin voilà, du coup c'est tout ce que j'avais à dire sur la chimie, et concernant du coup mon absence en très rapide, en gros du coup qu'est-ce que je vais faire maintenant cette année? Je pense que je vais donc faire plus de chimie qu'avant, voire quasiment que ça, parce que du coup j'ai arrêté la physique en cours, hein, je suis passé en master de chimie tout court, et j'ai arrêté de donner l'école de physique, donc ça veut dire que je vais être très peu confronté dans ma vie à des exos de physique que j'aurais peut-être du coup envie de donner, c'est pour ça que je vais quasiment faire que de la chimie. Et ensuite concernant l'absence, parce que j'ai eu pas mal de trucs à faire avec la rentrée, j'ai eu des vacances avant, j'ai eu une extinction de voix qui m'a plombé pendant 10 jours, et en fait j'ai tourné une vidéo sur les idées de reçu de l'ENS, mais j'en suis pas convaincu, donc je vais la retourner. Et après le problème c'est que du coup j'ai utilisé le temps de tournage que j'avais pour tourner ça, que du coup j'ai pas posté, et donc c'est pour ça que ça a pris un peu de temps. Je vais essayer de retourner ça et de poster ça bientôt. Enfin bon, voilà, en tout cas j'espère que du coup ce diagramme corrélé de sa construction vous aura plu. Moi surtout du coup je vous souhaite une bonne journée, et puis j'espère vous retrouver bientôt. Allez, à la prochaine.